C'est là où je ressens la vérité, souvent c'est dans les synchronicités. Synchronicité, parce qu'on sort du schéma scientifique qui s'arrête au mental, quoi. Exactement. Il y a un raisonnement intuitif, c'est hyper important pour moi. Je te comprends. Voilà. Je te comprends. Et du coup, voilà, le premier c'était le rocher, l'os qui s'appelle le rocher. Ah, le rocher, ouais. Là, on a le mouvement du cachalot qui fait le même mouvement. Qui est inscrit, qui est gravé dessus. Voilà, ça c'est des intuitions, quoi. Voilà. Enfin, des synchronicités, quoi. Voilà, et on a ensuite la fameuse hache. Ah oui, voilà, ça c'est énorme. Voilà. Ça c'est énorme. Alors ils disent c'est une hache, c'est une hache. Oui, bon, moi je dis sûrement pas. Hein. Quel intérêt de mettre une hache? Eh bien non. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Emmanuel Guizot. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel Guizot, comment j'ai découvert? Pour introduire rapidement, en fait, c'est grâce à une vidéo qu'il a intitulée Le secret des menhirs. En fait, que j'ai découvert sur internet parce que je suis très attiré par le sujet des mégalithes, moi personnellement. J'avais d'abord creusé les travaux de Howard Crowhurst qui s'intéresse beaucoup aux alignements géométriques, etc. Que je suis tombé sur la vidéo d'Emmanuel Guizot, pour moi c'était vraiment une révélation où j'ai découvert tout l'aspect vibratoire et multidimensionnel qui se cachait derrière. Et là vraiment c'était les frissons, c'était quelque chose qui me parlait. Et du coup j'ai pris contact avec lui. Et d'ailleurs c'est intéressant aussi parce qu'on fait cette vidéo, on est fin octobre 2020 et je pense que ce n'est pas par hasard que ça tombe en ce moment. Et parce qu'à l'époque on avait pris contact mais ça s'était pas fait dans l'instant. Et là il m'a recontacté récemment pour me dire que oui il fallait qu'on fasse une vidéo. Donc je t'en prie si tu veux bien nous expliquer l'élan que tu as ressenti et puis pourquoi. C'est un bouleversement dans ma vie privée que je ne pourrais pas expliquer, mais qui a fait que toute cette connaissance qui apparemment vient de très loin, quoi. Et j'en étais un peu l'acteur, et sans le vouloir, hein, puisque c'était pas vraiment ce que je pensais, mais les forces sont tellement puissantes quand vous êtes un peu choisi entre guillemets par ça que on ne peut pas reculer, quoi. On est obligé d'aller de l'avant, et quand vous voulez pas aller, le destin ou Dieu vous oblige à le faire. Donc, ce que je disais à Rémi, là, on est en Bretagne, hein, dans la maison qu'on avait donc acquis en 87 avec ma femme, Janine, qui faisait du yoga dance, quoi. Et après, donc c'était une maison de stage, ce qui était vraiment sympa. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Paris devenait invivable, il y avait beaucoup de soucis. Et je me suis un peu réfugié ici, pas comme un réfugié climatique, mais déjà un peu comme un réfugié, on va dire, vibratoire, parce que c'était très, très compliqué à Paris, vu les sensibilités. Et je me mets à rénover la maison, et en fait, j'avais déjà bien entendu tout mon cursus au niveau ostéopathique, dont je vous parlerai, hein, le départ, si vous voulez, qui a fait que toutes les informations qui avaient été déjà, stimulées en moi, quand je suis venu en Bretagne, ont pris un volume, un essor absolument fulgurant, et je n'ai pas pu faire autrement que de faire un parcours que je me suis moi-même fait, si vous voulez, hein, donc construit, pour aller comprendre le secret, entre guillemets, je ne vais pas dire secret à l'époque, mais le fonctionnement de ces menhirs et de ces dolmens. Donc, j'ai commencé à aller visiter tous les mégalithes, tous les lieux et tout ça, avec cette sensibilité qui avait été éveillée en moi à l'époque, au niveau de ce que j'appelle maintenant le cerveau vibratoire quantique, je vous dirai pourquoi, et qui a fait que, à ma grande surprise, entre guillemets, il y avait une relation absolument intime, absolument puissante entre ces mégalithes, ce qu'ils émettaient, la mémoire et tout le mécanisme du minéral et des pierres, et notre crâne, puisque je suis ostéopathe de formation, et notre crâne, donc la structure osseuse de notre crâne, de notre cerveau, il y avait une relation intime, et c'est là où tout a été, toute cette connaissance a surgi, et qui paraissait assez improbable au départ, quand je commençais à avoir l'intuition que l'os temporal, le rocher, je vais vous en parler, je vais vous montrer, avait un rapport avec un menhir. Quand on me forçait à le comprendre, je dis bien entre guillemets me forçait à le comprendre, j'étais quand même un petit peu chancelant. Je me suis dit, je rêve, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et pourtant, et là ça fait 30 ans maintenant, donc c'est 30 ans après, ça s'est avéré être tellement pertinent, tellement exact,
que cela peut donner, je pense, une ouverture à des personnes. Peut-être toi, Rémi, inconsciemment, tu as dû sentir quelque chose, et d'autres aussi, mais plus encore au niveau d'une certaine thérapie et d'une certaine nécessité de prise de conscience de notre mécanisme d'évolution interne. C'est en ce moment là-dessus que j'insiste, qui peut être analogiquement comparé à l'Apocalypse, c'est-à-dire à une sorte de révélation, la révélation de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nos os, puisque l'os a une capacité de mémoire extraordinaire, insoupçonnée, et qui va montrer, c'est ce que j'essaierai de vous montrer dans cette vidéo, et qui va nous donner cette conscience que le crâne est en évolution, l'humain est encore en modification, on est encore en train d'accéder à notre, je dirais pas vibration finale, mais notre structure finale, et que les mégalithes, avec toute la connaissance du passé qui est concentrée quelque part, et quand on sait la décoder, et je vous expliquerai comment si vous voulez, eh bien nous donne une information qui nous aide, moi je dirais maintenant, à passer le cap de ces temps apocalyptiques qui vont vraiment être délétères. Un coup de pouce. Un bon coup de pouce, voilà, un bon coup de pouce, et donner, les personnes à qui je répare le cerveau, parce qu'on peut réparer ça, on peut remettre, si vous voulez, les bonnes vis pour que toutes ces énergies-là deviennent cohérentes, amènent une conscience, un état de conscience supérieur, enfin. Un état de conscience permettent à ces personnes-là de comprendre leur désarroi quand ils sont envahis par cette entropie, si vous voulez, quand tout bouge dans tous les sens, le cerveau n'est pas content. Quand vous remettez une sorte de cohérence dedans avec toute cette connaissance qui est venue de nos prédécesseurs, eh bien, donc les Celtes et bien avant, je pense, eh bien, cela donne, si vous voulez, chaud au cœur de voir que ça donne une réponse à des gens qui la demandent. Voilà. Okay, ouais. Ok, d'accord. Donc oui, donc tu utilises cette connaissance à des fins de soins, quoi. Alors, à des fins de soins, voilà, mais c'est une thérapie hors norme, c'est plutôt une thérapie initiatique, c'est-à-dire qu'on remet la force de l'initiation qui devait se passer, à mon avis, dans les écoles du mystère, qu'on appelait comme ça à l'époque, c'est-à-dire où toute cette connaissance était par des prêtres, par des gens, était connue. Bon, après, elle a été occultée, elle a été détruite pendant les 2000 ans de civilisation, je dirais, de la religion du livre. On va faire court là-dessus. Et donc, cette résurgence, comme un geyser, revient. Je pense en avoir été un acteur. Et par rapport au menhir, puisque c'est là où on est pour notre interview, un des principes actifs qui peut nous aider à nous connecter avec cette connaissance d'avant. Mais là, je dois déjà dire que accéder à cette connaissance nécessite, pour moi, être adoubé par des forces extérieures. Mais si vous voulez, on est hors de notre espace-temps. Quand vous voulez rentrer dans cette connaissance, ce n'est pas par le mental, ce n'est pas par l'intellect, même s'il vous guide. Il faut rentrer dans des champs de conscience qui sont hors de l'espace-temps, c'est ce que j'essaierai de vous expliquer, et qui, à ce moment-là, vous font rentrer, on appelle ça les mémoires akashiques, mais je préfère dans des mémoires cellulaires hors de l'espace-temps, une connaissance sur lequel on a tout le condensé de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Puisque avec ce mécanisme de conscience hors de l'espace-temps, vous voyagez dans le temps, du passé vers le futur, de façon facile, quoi, si vous voulez. D'accord ? Donc on a déjà notre futur qui est inscrit dedans. Il est en train de se transformer en ce moment. Avec les crises qu'on a, il est en train de se transformer. Il y a une alchimie interne extraordinaire qui se passe. On appellerait ça l'apocalypse, la transformation, je pense. Et donc, je reprécise, pour accéder à ça, c'est un système un petit peu
particulier. Si tu prends quelqu'un en séance, tu vas pas comment je veux dire, le traiter comme si tu le traitais en ostéo classique, en acupuncture, en psychothérapie. Tu lui fais remonter ses champs de conscience à l'intérieur, tu les réétalonnes dans une grille que je vous expliquerai puisqu'elle a été très élaborée, enfin, on m'a permis de très élaborer, et à ce moment-là, tu refais un organisme à neuf qui va pouvoir revoler de ses propres ailes, voire être guéri. Dites-moi. D'accord, ok. Et est-ce que ça peut être intéressant aussi pour quelqu'un qui n'a pas besoin de soins? Par exemple, moi j'ai envie de comprendre, de me reconnecter à certaines connaissances. Est-ce que tu peux faire une certaine pratique? Alors, je prends moi comme exemple, comme cobaye. À l'époque, effectivement, cette technique-là n'était pas, comment je veux dire, prévue pour des soins. Tout ce qui m'a été donné a été pour remettre en route le cerveau du futur pour des enfants particuliers que j'appelle les enfants de lumière. C'est-à-dire qu'ils sont investis d'une force particulière qui est malmenée actuellement, qui fait que lorsqu'elle se retourne contre eux, ils deviennent autistes, ils deviennent compliqués, ils deviennent ingérables. Mais en fait, ce n'est pas pour soigner des gens, c'est pour aller dans le sens de l'évolution de cette dynamique du cerveau qui est en train de se modifier. Donc, on était plutôt en accompagnement, et en éclosion des cerveaux en demande. Donc, effectivement, ce n'était pas pour soigner. Il se trouve que cette demande-là s'est vite tarie. J'ai fait un bouquin, Contact avec un enfant lumière, il y a 15 ans maintenant. Le but, c'était ça. Ce qui m'a été donné, c'était d'amener les nouveaux enfants, je dirais presque, les nouveaux enfants vers... qui sont les enfants du futur qui vont déjà être programmés dans un gros cerveau, j'expliquerai aussi, avec un logiciel déficient. Moi, la nature ou Dieu m'a donné la possibilité de rentrer dans le logiciel du futur pour que le gros disque dur, le gros potentiel de neurones qu'ils ont, soit activé et devienne, une force pour qu'ils soient projetés vers le futur et non pas coincés dans notre espace-temps actuel. Donc effectivement, c'était plutôt une technique pas dire de développement personnel, mais de réalisation de conscience intérieure. Oui. D'accord, ok. Tu vois, ça c'était ça. Et après, maintenant, les gens qui demandent, c'est mon enfant, voilà, il va pas. Oui, mais maintenant, il y a les vaccins, il y a la 4G, il y a la 5G, tout est fait par nos amis qui ne nous aiment pas, pour bloquer ce mécanisme d'évolution. Et donc, je suis obligé de répondre un petit peu à ces demandes dans la mesure de mes forces, parce que c'est très épuisant. Ok, d'accord. Et donc, tu parles beaucoup des enfants. Est-ce que, par exemple, je repose la question d'une autre façon, c'est simple. Est-ce que moi, par exemple, si je veux avoir accès à un certain niveau de conscience, certaines connaissances, je peux te demander de me faire un truc sur mon cerveau? Écoute, oui, pourquoi pas. On va déjà faire... tu sais, c'est simple. Quand je prends quelqu'un sur la table, en général, ce sont des femmes. Les hommes, c'est rare qu'ils aient envie de bouger maintenant. Donc, tu es une exception, j'imagine. Donc, c'est simple. Il y a dans le cerveau vibratoire, que j'appelle maintenant cerveau vibratoire quantique, et je vous dirai pourquoi quantique, parce qu'évidemment, on est raillé parce qu'on utilise des termes de la physique, mais bon, il y a une grille très simple. Vous avez, dès qu'on met les mains, une auscultation, entre guillemets, du centre du cerveau pour savoir si vous avez une pulsation, mais pas la pulsation du cœur, une sorte de pulsation, une pulsation énergétique qui... manifeste la connexion avec l'énergie source. L'énergie source est une énergie qui vient d'autres dimensions, peut-être ultra-terrestres, peut-être Dieu, peut-être d'autres champs planétaires et tout ça. En tout cas, dans une autre dimension de l'espace-temps, elle s'engouffre dans le nôtre, elle se concentre au centre du cerveau et elle se manifeste par une pulsation, un peu comme un cœur, mais pouf, pouf, voilà. Donc, et ça, soit ça marche pas. Je te dis maintenant, il n'y a plus une pulsation active dans tous les cerveaux que je palpe. Elle a été, hélas, petit à petit détruite par notre mode de fonctionnement, par l'évolution délétère que nous a fait subir en nous occultant ce mécanisme. Voilà ce que je pense. Donc, à partir du moment où une pulsation existe ou pas, si elle n'existe pas, tout l'art de la thérapie ou de la technique est de la faire repulser. Donc, il y a tout un mécanisme pour la faire repulser.
Et voilà, on va dire que ça repulse. Et donc, dans cette pulsation, qui, je le précise, correspond à l'action, mais pas, et l'action, comment je veux dire, le potentiel de force, si vous voulez, la force intérieure, qui donc va nous conditionner pour agir, mais non pas agir dans un sens matériel, pour agir pour acquérir, non, c'est agir pour s'acter de l'intérieur, donc être proche de sa réalisation, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, le test va continuer à comprendre comment cette pulsation s'incarne et se développe comme un geyser dans le cerveau. Alors, cerveau vibratoire, c'est-à-dire qu'une entité dans une autre dimension, connexe à la nôtre, mais conjointe, qui gère tout le cerveau neuronal. Le cerveau vibratoire quantique gère le cerveau neuronal, c'est-à-dire le neurone. Donc on reste dans le cerveau vibratoire quantique, il doit, après la pulsation, après ce geyser, prendre la forme d'un mouvement qui est celui de la méduse. C'est-à-dire que vous avez une dynamique intérieure, hein, tu vois, je te montre mes mains, puis on pourra les refilmer, qui fait que cette dimension-là s'incarne en nous, et avec ce mouvement de méduse, va gérer tout l'ensemble du cerveau, tout l'ensemble de ton comportement, tout l'ensemble de la biologie, mais va le gérer en amont. D'accord ? Donc, si le mécanisme Médusa n'est pas en action, ça veut dire que ta relation avec ton soi cosmique, comme on dit, avec ton grand principe spirituel, ton grand principe de réalisation, ton grand principe divin, n'est pas connecté. Donc, que fait l'individu ? Eh bien, il se débrouille avec le cerveau neuronal et il survit en consommant, en usant son temps, en faisant une vie qui ne correspond pas avec pourquoi il a été mis sur Terre. Que faisons-nous ? Eh bien, qu'est-ce que je fais, si on peut dire ? Eh bien, on réactive le mécanisme Médusa pour que tout s'améliore. Entre les deux, et c'est là où, dans les années 80, quand j'ai fait ces découvertes-là, pour le réactiver, on va avoir des étapes, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on va se retrouver confronté aux mémoires de stress. Qu'est-ce qui a fait que, dans le passé, la personne s'est bloquée son Médusa ? Ce sont les stress particulièrement, hein, c'est donc la mémoire vibratoire des stress, j'avais fait un petit bouquin dessus. Et donc, à partir du moment où, dès la naissance, on va dire, même dès la conception, dès la grossesse, dès la naissance, dès l'adolescence, dès les vaccins, dès les problèmes amoureux, dès les problèmes avec ton père, eh bien, tout le système Médusa a été blessé, voire s'est arrêté. Cette Médusa s'étiole. Et le cerveau neuronal prend le dessus, et c'est un mécanisme, pour moi, que j'appellerais un mécanisme de survie, qui fait que on vit avec là, mais on ne se réalise pas. Donc, dans la thérapie, on se trouve avec ces barrières que l'on va nettoyer petit à petit pour que le cerveau Médusa puisse reprendre ses droits, et à ce moment-là, que la personne file vraiment, vraiment bien. D'accord, c'est intéressant. Et moi, ça me fait penser à l'image avec un autre jargon. Est-ce qu'on pourrait dire que le cerveau vibratoire quantique est un moyen de se reconnecter à la source ? Ah oui, c'est le moyen de se reconnecter à la source. Ah oui, bien sûr. Voilà, oui, l'énergie source, ça, je t'en ai parlé. On parle de la même chose. Ah ben bien sûr. Non, mais c'est important, parce que je t'en prie. Les vocabulaires ne sont pas forcément les mêmes. Non. Comme ça, chaque spectateur comprendra oui, ça. avec l'énergie source. Voilà, bien sûr. On est d'accord. Et moi, ça me fait penser aussi au concept du cerveau originel qui n'était pas séparé en deux hémisphères et qui n'avait pas de corps calleux. Est-ce que c'est ça le cerveau vibratoire quantique ? Alors ça, je ne sais pas, mais je sais que alors là, tu me mets sur un autre registre que j'ai remarqué, qui est le mécanisme du crâne dolichocéphale et brachycéphale. C'est ça que tu veux dire ? Je sais pas. Ah, d'accord. Je connais pas ces mots-là, désolé. Ah, d'accord. Non, mais je parlais du concept où on a deux hémisphères. Oui. Enfin, de la théorie que j'ai entendue. Oui, c'était comme quand les deux hémisphères, en fait, à la base, on avait un seul cerveau, il n'y avait pas deux hémisphères, et c'est l'univers de la dualité qui l'a séparé en deux hémisphères. Moi, je pense que avec un corps calleux, qui serait le voile de l'oubli au final. Le corps calleux, non. Ou le corps, le corps caverneux, je sais plus comment on dit. Non, c'est la faute du cerveau. Le truc qui sépare les deux hémisphères. La faute du cerveau. D'accord. La faute du cerveau. Sûrement, oui, la faute du cerveau, oui. En tant qu'ostéopathe, la faute du cerveau, c'est connu.
En tout cas, je sais que, selon les théories, puisque je travaille avec un groupe en Italie, qui donc réfléchit sur les origines de l'ADN, enfin des modifications de l'ADN humain qui auraient provoqué notre forme actuelle. Ça, c'est tout un paragraphe qu'on pourra faire après. Et donc, dans cette théorie-là, il y a, alors, juste pour pas qu'on oublie, Oui. il y a la théorie de la modification du chromosome 2, c'est Pietro Buffa qui a parlé de ça, il y a Bleuette Diott aussi, et il y a la théorie de la modification du crâne en dolichocéphale, en brachycéphale. Alors je rappelle, le crâne dolichocéphale, c'est le crâne en pain de sucre. C'est les gros crânes qu'on a allongés derrière. D'accord ? On le voit dans la représentation d'Akhenaton. C'est très important puisque c'était le dieu solaire. On en parle après. Et donc, comment est-ce que ce crâne des origines, apparemment, et donc avec un cerveau allongé à l'intérieur, où il n'y avait effectivement pas de suture sagittale. Donc on peut très bien penser qu'il n'y avait qu'un cerveau et que lorsque il y a eu une manipulation génétique, alors il y en a qui parlent des néo-éméristes, tu sais, des extraterrestres, quoi, tu vois, qui sont venus. Moi j'y crois, surtout que, juste pour la parenthèse, toute cette connaissance m'est venue par ma femme qui a fait une rencontre du troisième type. Ah oui, c'est vrai. Hein, donc ça, je peux pas le nier, quoi. Hélas, ça lui a coûté très cher au niveau de la santé, parce que quand tu as une telle décharge au niveau énergétique, ton corps s'abîme et il est malmené par les forces. Bon, hélas, voilà. Et donc je prends la suite. Et donc, le crâne dolichocéphale est rentré. Donc il a fallu, par une manipulation, enfin par une modification de gènes, le rentrer un peu comme si on poussait dedans. Donc tu vois, il revient, il devient petit héron avec la cervelle qui devient concentrée, plus dense, avec toutes les circonvolutions pour que eh bien, ça prenne moins de place. C'est quoi les circonvolutions, pardon ? Eh bien tu vois, c'est tout ça. C'est tous les sillons qu'il y a. Ah bah oui. Tu vois, tout ça, ça s'est mélangé et ça s'est compacté. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'il y a cette forme d'écrasé. Exactement. D'accord. Voilà. Alors que ça n'était pas avant, hein, par rapport à ta question. Hein. D'accord. Dans le crâne dolichocéphale, où donc là c'est un crâne brachycéphale, hein, tu vois, petit. Hein, bon, il n'y a pas le dessus. Mais les crânes allongés étaient des crânes comme ça. D'accord. Derrière. Et donc il y a une manipulation génétique qui a fait que le crâne rentre à l'intérieur. Donc il s'est contracté avec l'évolution et il est devenu rond. Okay. Et ce que je dois dire, quand j'ai appris ça, puisque moi je teste tout, hein, et j'ai tout testé avec mes mains, eh bien c'est que dans notre mécanisme mémoire intra-osseuse, il y a encore cette dynamique dans une autre dimension de l'espace-temps toujours, puisque ça se voit pas, hein, mais où si tu interroges le crâne ici, eh bien tu as toujours ce mouvement, tu vois, en spirale derrière, qui monte et qui descend, témoin de cette manipulation génétique d'avant, hein, qui nous a concentrés, condensés pour avoir notre forme actuelle. Tu as toujours ça en mémoire. Et c'est à partir du moment où, pour certains, il y a un bug, que des problèmes neuronaux peuvent intervenir, notamment des AVC, parce que si tu as un conflit entre ces deux mouvements internes de mémoire, eh bien, l'inflammation arrive et le système vasculaire peut péter et tu peux faire des AVC. Tu vois, toujours comment je veux dire, l'application concrète de tout ça. Ok, c'est un peu délirant. Je comprends qu'il y en a plus d'un qui penseront que c'est délirant, mais c'est pas un problème. Mais qu'il y a toujours une connotation pratique pour rendre service à l'humain, pour lui montrer que voilà, c'est comme ça que ça se passe et ça peut l'aider. Oui, tout à fait. C'est ça qui est... ouais, un peu de concret, ça fait pas de mal. Oui, ben voilà. Voilà. Je suis peut-être un peu doudingue, mais je ne délire pas. Je suis quelqu'un de très pratique, très pragmatique. Je travaille de mes mains. Mais voilà, j'essaie d'expliquer ça. Et alors, je le pose tout de suite cette question parce qu'elle me vient. C'est, là, on parle beaucoup de crâne. Et moi, j'ai un certain niveau de connaissance par rapport au crâne de cristal. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce que tu fais ? Ah, bien sûr. Et quelle relation est-ce que tu peux nous parler des crânes de cristal à ta façon ? À ma façon, quand j'ai vu qu'il y avait les crânes de cristal et les 12 crânes de cristal, la légende qui devait être regroupée pour que quelque chose se passe sur Terre ou dans l'humanité, quelque chose comme ça, je crois, la légende. Hein. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est incroyable. Alors, pourquoi le cristal ? Parce que le cristal, c'est de la silice. Enfin, le message, je pense, le message, hein. Pour moi, a été très, très, très pertinent, très révélateur. Hein. Quand j'ai eu connaissance des crânes de cristal, bon, ça m'a fait
un tilt, parce que maintenant je vais vous montrer, c'est un petit peu prématuré, on n'a pas parlé du temporal détaché, d'accord? Donc C'est vrai. on fera cette étape-là après, si vous voulez, parce que j'en parle pas mal dans mes vidéos. Ça aussi, ça a été une révélation. Donc vous voyez ici, tu le vois là? Oui. Ah ouais, super. Là, ah oui, je t'en prie, tu vois, là, ce sont les rochers, c'est-à-dire le temporal. Donc en fait, je vais le remontrer comme ça, pour que les... Alors ça, c'est le droit, voilà. Tu vois, ça, c'est un temporal qui était sorti du crâne. Hein. D'accord. D'accord. Bon, alors on va... Voilà. Donc on voit bien... et ça sera après la relation avec les menhirs. Oui, tout à fait. D'accord. Donc on voit bien cette forme. Cette forme, voilà, cette forme. Hein. Donc ces deux formes ici, tu vois, ici, là, sont un... Comme ça. C'est un angle. Et c'est l'angle de la molécule d'eau. H2O. D'accord. D'accord. Et en prolongeant l'angle ici, devant, donc ça fait une croix à l'intérieur, tu as l'angle de la silice SiO2. Donc, ça, on expliquera, ou peut-être dans une autre vidéo, parce que c'est un peu technique, mais on y va quand même. Donc, cet angle H2O est l'angle qui gère. Il faut imaginer qu'un angle, ça gère, donc c'est pas évident, hein, d'accord. Mais c'est une structure, une onde de forme, une forme-fréquence, qui gère tout le mécanisme de l'hydratation de l'eau du corps, l'eau intracellulaire, extracellulaire, donc on parlera d'homéostasie, en rapport avec l'eau extérieure, qui est pas tant l'eau qu'on boit, mais l'eau cosmique. C'est-à-dire que tout le mécanisme de l'eau qui a donné naissance à la vie, et maintenant il y a des découvertes qu'on voit de l'eau partout, sur la Lune et tout, est en rapport avec notre crâne et géré par cet angle H2O. D'accord. En face, on a la silice. La silice, c'est, comme les composants électroniques, des quartz, des cristaux qui reçoivent des informations, hein, comme un transistor, d'accord, qui reçoit des informations cosmiques et qui savent les transmettre dans le corps. Et donc, c'est également la gestion de la silice. Bon, la silice est très à la mode en ce moment. Et la gestion de la silice se fait par l'angle ici. Donc, quand j'ai eu vent de ces crânes de cristal, je me suis dit, le message par rapport à ces crânes de cristal, c'est ce que j'ai mis en évidence, enfin, c'est ce qui m'a été permis de mettre en évidence, c'est-à-dire le mécanisme silice dans l'angle ici qui se trouve là, sous le lobe frontal. Hein. D'accord. Là, on est sous le lobe frontal, tu vois. D'accord. Ah oui, lobe frontal, ok. Ça se met comme ça. Alors le lobe frontal, et tu vois ici, là, ici, donc le lobe frontal et préfrontal, c'est un enroulement, et c'est ça tout ce qui est subtil en ce moment, tout ce qui se passe, c'est-à-dire que cet enroulement-là, que moi j'appelle enroulement circulaire, parce que quand je vous ai parlé de la méduse tout à l'heure, bon, la méduse, je vais te montrer avec mes mains, elle fait comme ça, d'accord ? Mais dans ce sens-là, elle fait comme ça aussi. Elle fait ça dans toutes les dimensions. Mais c'est un mouvement torique, la méduse. Ah non. Non, ça ressemble un peu, non Bah peut-être, là, j'ai un doute, d'accord. Okay. D'accord. Donc la méduse devant, elle enroule le cerveau neuronal. Hein, et comme c'est une mémoire d'évolution, enfin c'est une dynamique d'évolution, toujours de l'espace-temps, tout ça, elle conduit le cerveau neuronal sur cet enroulement qui va permettre sa maturation finale. C'est-à-dire la révélation de ce que doit être l'humain dans, j'espère, le plus tôt possible. Et ça, c'est très malmené en ce moment, parce que on a, je fais une petite parenthèse, on a notre société qui, par rapport aux besoins de consommation, de nous asservir à la consommation, prévu de développer les systèmes à l'intérieur qu'on appelle système striatum, c'est-à-dire la mécanique de la jouissance immédiate, d'accord, qui sont effectivement aussi un enroulement. Le striatum est aussi un système d'enroulement, mais un système d'enroulement primitif sur lequel c'est développer le néocortex frontal et préfrontal qui doit être en relation avec. C'est-à-dire que
le système du striatum doit permettre de donner l'énergie pour que cet enroulement, donc cette énergie de conscience suprême vers laquelle nous arrivons, s'épanouisse. Mais le problème, c'est que avec tout, la télé, les écrans, les publicités et tout, eh bien c'est lui qui prend le dessus et le système préfrontal s'étiole, ne se développe pas bien. Et c'est ce qu'on trouve dans les adolescents en ce moment qui ne peuvent pas arriver à se projeter vers le futur. On les empêche, mais bon, il ne faut pas non plus tellement d'efforts. Cette immaturité qu'on a de plus en plus parce que il y a dissonance entre le cerveau central striatum, cet enroulement, et le cerveau d'enroulement du frontal qui est le plus subtil. D'accord. Donc, on arrive des fois à remettre, mais bon, j'explique ça pour l'instant de façon théorique. Voilà. Ok, d'accord. Quand j'ai commencé mon initiation, mes études, c'était dans 83. Je suis allé dans l'école Poyer, qui redevient connue maintenant. Il y a quelqu'un qui a fait un livre, donc qui redonne les mêmes traces qu'avant, donc une technique énergétique douce et tout. Et ce qui m'a valu, ma marginalisation par rapport à ça et toute cette connaissance, c'est que j'ai fait, j'aime bien le dire, c'est que j'ai fait tout l'inverse de ce qu'on me disait à l'époque. J'étais déjà, je pense, investi par la force ultra-terrestre de ma femme qui commençait à se développer en moi et qui me donnait un peu toutes ces voies. Et puis mon côté scorpion, mon côté il faut que je touche, il faut que je transforme la matière. Bref, mon côté rebelle aussi. Bon, quand on disait... Et puis côté yoga. Parce que le yoga, on travaille sur nous et on travaille de l'intérieur et donc on s'auto-investit, quoi. Tandis que dans les écoles d'ostéopathie de l'époque, et peut-être même maintenant encore, il faut surtout pas déranger le patient, il faut lui faire du bien, mais il faut le laisser dans son contexte. Et moi, c'était tout l'inverse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Mes mains qui étaient sur le crâne, où on doit normalement, par exemple, par rapport à... au sphénoïde, tu dois sentir le mouvement respiratoire primaire. Bon, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que tu as le sphénoïde qui bascule comme ça, sur un rythme à peu près de 14 pulsations, battements par minute. Je crois que c'est à peu près ça. Tu as ici, tu as la chaîne et tout. Tu as ici, avec l'occipital, tu as ce mouvement-là, 1, 2, 3, 4. Bon, et là, en ostéopathie, les gens savent maintenant, quand tu as des lésions, eh bien, tu as le sphénoïde qui est un peu tourné comme ça, qui est un peu basculé, qui ne revient pas et tout ça. Et là, ça nuit au flux à l'intérieur du cerveau, et c'est là où les ostéopathes crâniens et fluidiques arrivent à redresser tout ça et que le cerveau aille mieux, quoi. D'accord. Et donc ça, c'était très bien. Et puis le truc à l'époque, c'est que avec la puissance qui m'était donnée, eh bien moi, j'ai pas pu faire autrement que de rentrer à l'intérieur. Tu vois, je rentrais à l'intérieur, donc je rentrais quelque part, plus dans l'os, mais je rentrais dans la cervelle, je commençais à rentrer dans le cerveau. Et là, avec une sorte d'écolocation, je me suis aperçu que, eh bien, il y avait d'autres informations qui sortaient. C'était pas juste comme ci, comme ça. Il y avait des trucs comme ça dans mes mains qui commençaient à être analysés. Et je ne comprenais pas. Et ça m'a mis du temps, j'ai douté, j'ai été radié de l'école parce que je faisais que du bordel et tout ça. Quand je touchais les gens, ça et ça leur plaisait pas du tout. Mais bon, je persévérais et je me suis aperçu que, eh bien, en poussant à l'intérieur avec cette force conscience, tu arrives à interroger le neurone dans son mode de fonctionnement neuronal, c'est-à-dire interroger le mouvement de la pensée. Quand le cerveau pense, tu as des flux qui passent, que j'appelle sous forme de biofréquence, c'est-à-dire que tu peux sentir les flux de pensée et comment ça se passe, rien qu'avec les mains. Et association, ça s'est fait petit à petit, parce que je ne comprenais pas. Quand la pensée est associée à un stress,
eh bien, tu as une fixation, un mouvement, j'appelais ça biotorsion, c'est-à-dire que ça fixe dans un espace la mémoire du stress, et ça s'est, révélé comme ça, petit à petit, et ça m'a donné, après, des cartographies, j'ai expliqué ça et tout ça, la méduse commençait à arriver, voilà. Donc, c'est en faisant l'inverse de l'école d'ostéopathie que j'ai pu ressortir un des principes que je pense être fondamental par rapport au fonctionnement humain, c'est-à-dire ce fonctionnement invisible, médusa, quantique, qui fait que tout ça hors de notre espace-temps gère notre quotidien, si on peut dire. D'accord ? Alors maintenant, je vais continuer avec la force des os. Donc, quand je rentrais dans la cervelle, où je sentais les pensées, j'avais quand même une puissance à donner sur l'os. Si les gens un jour veulent faire, peut-être que je réenseignerai, je ne sais pas, c'est compliqué, mais peut-être. Donc, en fait, cette puissance sur l'os, tu donnes de la puissance sur l'os pour avoir la résurgence au niveau du cerveau, des ondes cérébrales. C'est comme ça que ça se passe. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que l'os a une mémoire qui est fabuleuse. En fait, toute la mémoire, le principe de la mémoire, n'est bien entendu pas dans le neurone. On commence à le dire, que c'est hors de l'espace-temps, mais avec une interface minérale, c'est-à-dire osseuse et calcique, donc calcium circulant, et autres minéraux, mais calcium circulant. Voilà, c'est le minéral qui est l'interface entre un espace-temps où se love la mémoire. Pour que les gens comprennent, on a maintenant ce qu'on appelle le cloud. Oui. Tu sais ? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu mets toutes tes mémoires dans quelque chose de nuage qui est à l'extérieur. Eh ben, je me permets. Je t'en prie. C'est exactement le rôle du crâne de cristal, en fait. D'accord. Eh ben alors, on testera. Mais non. Écoute, je suis content qu'on soit en accord. Bref. Voilà, sur le principe de la silice. Mais voilà, tout ça, c'est les minéraux. Alors donc ensuite, la puissance que tu veux qu'on mettait pour sortir ça, il faut penser quand même quand on gère un cerveau en biopsychanalyse, j'appelle ça la biopsychanalyse, j'appelle toujours d'ailleurs, mais après voilà, on a quand même, je sais pas, mais c'est 1000 milliards de neurones dans les mains quand même. Tu vois, on a quand même une sacrée densité. Donc il faut quand même être plus puissant que le cerveau qui n'a pas souvent envie de bouger. Donc ça demande beaucoup d'énergie et donc une force terrible. Et donc on arrivait dans la mémoire des os. Alors notamment l'os que je tiens là comme ça, qui est le sphénoïde. Et le sphénoïde, dont je vous ai dit tout à l'heure, tu vois, il fait comme ci, comme ça, mais en lui aussi, il y a une supramémoire de bascule qui fait qu'il est en train de se modifier dans l'espace. On va dire que globalement, il est comme ça. Alors avant, il était comme ça chez les animaux, et puis il s'est redressé comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, il a basculé, et il bascule encore un petit peu. Et je ne sais pas si vous voyez, enfin vous allez retrouver. Donc le sphénoïde est en dessous, donc tu vois, il continue à basculer, et qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à enrouler le cerveau frontal vers l'avant. Tu vois, tout ça, cet enroulement est lié entre le cerveau médusa qui fait ça, et le sphénoïde qui est aussi dans ce sens-là. Alors, qui est celui qui domine l'autre par rapport à l'enroulement, pour aller vers l'évolution ? À mon avis, c'est les deux. On ne peut pas dire. Et ça, en fait, je l'avais déjà peut-être un petit peu eu dans les mains. Et c'est en découvrant les travaux d'Anne d'Ambricourt-Malassé, qui est une paléontologue qui a eu des coups de génie, qui a parlé de dynamique interne. Alors c'était un film qui était sorti sur Arte, ça s'appelle La Nouvelle Histoire de l'Homme. Il faut absolument le voir. Et Anne d'Ambricourt-Malassé, avec toutes ses études sur l'évolution, donc les hominidés, les grands singes, les hominidés et l'homme, sapiens, montrait que à chaque étape d'évolution, il y a un clic au niveau de la bascule du sphénoïde. D'accord ? Donc il y a un tout petit chez les lémuriens, les hominidés, ça s'ouvre, tac, 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 tac. Toi, tu as des bascules qui font que ça saute, tu as des sauts d'évolution. D'accord ? Et saut d'évolution, ça nous fera penser au système quantique où il faut un certain quanta d'énergie pour faire sauter un électron d'une couche à une autre avec dégagement de lumière. D'accord. C'est ce qui se passe dans le cerveau vibratoire. Je vous redirai après. Donc tu vois, on marche par saut d'évolution. C'est-à-dire ça s'accumule et tac, tac, tac,
tac. Alors d'où vient cette énergie qui fait ces sauts d'évolution? Voilà, c'est une question. Donc ça m'avait paru extraordinaire et ça m'avait fait progresser dans la mémoire. Et ce que je fais toujours encore, c'est que lorsqu'on a des enfants lumière, des enfants informés, je vous expliquerai ce que c'est. Donc, qu'on ce potentiel en eux pour faire le dernier saut au niveau du sphénoïde, le dernier saut, il faut pour les aider, parce qu'ils sont souvent très perturbés, faire ressortir cette mémoire qui est encore un petit peu enfouie dans l'os. Et là, par rapport avec la technique, on fait appel à cette ultra-mémoire, cette supra-mémoire, et on demande cerveau du futur ou bascule du sphénoïde du futur, enfin bref, il y a des phrases clés, et avec la puissance qui est étalonnée dans les mains, elle rentre en résonance avec la force mnésique de l'homme encore enfouie, et ça fait clac comme ça, et à ce moment-là, tout ce qui était bloqué, qui faisait que l'enfant était très perturbé, autiste ou dyslexique ou autre, hop, ça se remet en place, et normalement, ça s'améliore. Tu vois le côté pratique par rapport à l'évolution, à l'os, au saut d'évolution. Et donc, et c'est un petit peu parallèle, j'étais donc en Bretagne, et je ne sais plus si c'est avant ou après, mais moi-même, étant très curieux, et puis voulant mettre un petit peu ma petite patte par rapport à tout ça, j'étais déjà très intrigué par le temporal. Alors, je vous ai parlé de la molécule d'eau, voilà, comme ça, et puis et cet os temporal qui était, je sais pas, je crois que c'est des forces et tout ça. Et en fait, en manipulant, je crois que c'est même cet os-là, si tu veux, tu vois, je le manipule comme ça, et d'un seul coup, il reste comme ça. Un peu comme Anne d'Ambricourt-Malassé a manipulé son sphénoïde, et puis ça lui est arrivé en conscience. Ah, oui. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre ça quand même, ce truc-là. On dirait un menhir. Et l'intuition était bonne, puisque je n'ai eu de cesse que d'aller étalonner ou expérimenter les liens entre les menhirs, par exemple, tu vois, un menhir un petit peu qui n'existe, que j'ai mis comme ça, enfin, oui. Les gens connaissent, avec cet os qu'on appelle le rocher. Oui. Et on verra toute la symbolique du rocher. C'est énorme, le rocher, il y a des rochers partout. Oui, c'est énorme. C'est aussi une des choses qui m'a créé ce déclic avec ta vidéo. Oui, c'est voilà, cette synchronicité, quoi. Avec le rocher, c'est-à-dire le symbolisme du rocher. Bah oui, le rocher, le menhir, enfin ça résonne, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Le rocher, ça a passé les temps, quoi. Le rocher, la Rochauffée, le rocher à Jérusalem, enfin bon, le rocher, c'est le rocher et c'est le côté minéral. Donc en fait, le message, si tu veux, qui a passé, c'est que cet os-là est hyper important par rapport à notre évolution. Alors, comment est-ce qu'on le remet dans le crâne par rapport à l'évolution? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, donc H2O, d'accord? Bon, ça, c'est déjà quelque chose de très important. Mais après, on le remet ici, dans son contexte, avec le sphénoïde, tu vois? D'accord. Donc il est comme ça. Donc quand le sphénoïde bascule, le rocher fait ça. Mais le rocher n'a pas un simple mouvement comme on montre en ostéopathie. Tu vois, l'ostéopathe, il fait comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, toujours avec mon côté fouineur, je l'avais comme ça, et je me suis aperçu, en fait, que dans son intimité minérale, le rocher, en fait, il fait un mouvement comme ça. Je reprends. Oui. Au niveau ostéopathie, c'est un mouvement simple comme ça, tu vois, avec le sphénoïde. Comme ça, tac, 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 tac. Et le mouvement que j'appelle ça l'ostéobiotique. C'est ostéobiotique, c'est l'ostéopathie au service de l'évolution. Et après, j'ai eu des flashs où j'ai appelé circalaire. Alors juste pour la petite anecdote, pour montrer comment on est informé, la nuit, j'entends une voix qui me réveille, photon circalaire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, et puis j'ai un peu l'habitude de noter, parce qu'après on oublie. Et je regarde dans le dictionnaire, circalaire n'existait pas, et photon circalaire. Et en fait, circalaire m'est resté, c'est pour ça que j'ai associé tous les mouvements à circalaire, c'est-à-dire une sorte de circumduction avec énergie scalaire. C'est un peu connu. Ah oui, oui. Donc j'ai fait une sorte de... On m'a fait faire, c'est là-haut, un mix entre les deux, et qui me donne cette particularité pour expliquer un mouvement par un nom, quoi. Donc circalaire, c'est un mouvement hors de l'espace-temps, c'est-à-dire que si vous mettez la main, vous ne sentez pas. Si un ostéopathe met la main, il sentira uniquement ça. Et si c'est un bioticien, on va dire, enfin moi en l'occurrence,
qui envoie la mémoire du mouvement osseux hors de l'espace-temps, tu dois sentir ça, tu vois. Tu dois sentir ce mouvement-là, et c'est ça qui anime véritablement. Et donc, ce mouvement-là, eh bien, à force, je me suis dit, mais on dirait un truc qui plonge, tu vois. Ah ouais, on dirait une baleine qui plonge, un cachalot qui plonge. Oh, tiens, c'est bizarre quand même. Alors, j'étais dans mon parcours en Bretagne, comme je vous disais, et je me rappelle très bien, j'allais en Bretagne Sud, à à Gavrinis, pour le cairn de Gavrinis, et au moment d'embarquer, je crois, il y a la guide qui nous dit oui, et je vais vous expliquer les nouvelles découvertes de Serge Cassens, un chercheur, qui dit que eh bien, les gravures sur les menhirs, ce n'est pas une charrue. Vous savez qu'il y a des inscriptions sur les menhirs, bon, je le dirai. C'est un cachalot. Alors là, tu sais, tu as l'impression que tout tourne dessus. Ah, c'était extraordinaire. Je me suis dit, mais alors, donc le mouvement du cachalot s'est inscrit sur les menhirs. Alors là, ça a été l'explosion. Et ça m'a donc conforté pour expliquer que ce mouvement-là était décrit par les anciens en gravure, un peu stylisé parce que voilà, ils faisaient comme ils pouvaient, et que c'était ça le secret. Donc je rentrais dans le fameux secret des menhirs dévoilé par l'ostéopathie. Donc le mouvement ici, donc la relation avec les menhirs. Alors une précision, les menhirs clés. C'est-à-dire que vous avez des menhirs qui sont taillés comme celui de Kerloas, ils ont toujours un trou au-dessus, d'accord, et ils symbolisent le mécanisme du temporal. Alors de la même façon que tu me parles que tu as le crâne de cristal qui t'envoie des informations, comme tu me dis, eh bien, les menhirs clés, quand on s'approche, quand on les palpe et quand on se met en cohérence de phase, je préfère la résonance avec, eh bien, il y a toute une sorte de mémoire, c'est comme des antennes qui te repénètrent le temporal et qui après vont se dispatcher dans ton cerveau pour t'amener vers une conscience, et pour moi, la conscience du futur. D'accord. D'accord ? Donc du coup, c'est la deuxième synchronicité, parce que j'aime bien parler des déclics. Moi, la première, c'était laquelle ? C'est là où je ressens la vérité, souvent c'est dans les synchronicités. Parce qu'on sort du schéma scientifique qui s'arrête au mental, quoi. Exactement. Il y a un raisonnement intuitif, c'est hyper important pour moi. Je te comprends. Voilà. Et du coup, voilà, le premier c'était le rocher, l'os qui s'appelle le rocher. Ah, le rocher, oui. Là, on a le mouvement du cachalot qui fait le même mouvement. Qui est inscrit, qui est gravé dessus. Voilà, ça c'est des intuitions, quoi. Voilà. Enfin, des synchronicités, quoi. Voilà, et on a ensuite la fameuse hache. Ah oui, voilà, ça c'est énorme. Voilà. Ça c'est énorme. Alors ils disent c'est une hache. Oui, bon, moi je dis sûrement pas. Quel intérêt de mettre une hache ? Eh bien non. C'est clair. On voit bien que c'est représentation assez stylisée toujours du rocher, et la crosse de l'âge, c'est en fait l'artère carotide interne qui passe. Alors vous voyez, c'est extraordinaire. Oui, la nature, vraiment exactement ça. D'accord, la nature l'a fait passer dedans, dans un trou, à l'intérieur du rocher. Elle n'était pas obligée, mais ce siphon-là. Et c'est ça qui est, pour moi, je ne crois pas me tromper, qui est représenté dans la hache, entre guillemets, des menhirs, alors de certains, donc celui de Gavrinis ou à côté de la table des marchands, la table des marchands, tout ça. Et donc, alors pourquoi ? Parce que lorsque vous avez l'information minérale qui est un peu comme des aimants magnétiques, si tu veux, tu vois, qui vont informer toute cette puissance minérale, qui vont informer le cerveau, mais ils vont informer quoi surtout ? Ils vont informer le sang. Un peu comme si le sang passait dans 2 électroaimants et était informé, tu vois, de ce fonctionnement, invisible qui doit le faire avancer, progresser, voilà. Et donc voilà le deuxième, le troisième Eureka qui permet d'expliquer ça. Ensuite, il y en a encore un qui est important, c'est au niveau du menhir brisé à côté de la table des marchands. Tu sais, tu as un menhir brisé. D'accord ? Alors ça, c'est très important aussi, parce que dans cette structure en amont, qui commande, alors je n'ai pas encore dit que ça commandait l'ADN, mais bon, au niveau de l'homéoforme, on a en dessous, dans le corps, le foie et l'iliaque, c'est-à-dire le bassin. D'accord ? Donc en fait, ce mouvement au niveau du cachalot qui plonge, on le retrouve exactement dans le foie.
C'est-à-dire que ça commande le foie. Et le foie, c'est très important, c'est l'organe vital le plus important du corps, si on peut dire, puisque c'est lui à la fois, surtout pas que seulement qui nettoie, mais qui façonne les protéines, qui gère le sucre. Qui détoxifie. Et qui détoxifie aussi. Et donc ça, ce mécanisme du temporal, en amont, gère le foie. Le foie a, on dit 3 lobes, mais en fait, il y a 4 séquences. Et les 4 séquences, c'est comme si il y avait 4 morceaux du foie. Enfin, le foie pouvait être divisé en 4, hein, j'ai les photos. Et dans le menhir brisé, parce qu'il a été brisé volontairement. Et on ne sait pas pourquoi ils l'ont brisé. Eh ben moi, je pense savoir, c'est que le message, puisque c'est toujours un message des anciens qui a dû perdurer le temps, puisque ça fait 5000 ans que ça a été fait. Donc, comment faire passer un message pour que ceux qui ont arrivent à décoder et les mettre sur les bonnes pistes. Il faut faire des trucs très simples, non un peu secrets, si tu veux, pour pas que tout le monde ou les dévie et tout. Et donc, en fait, le menhir a été brisé en 4 fois, comme il y a les 4 lobes du foie, pour montrer qu'il y avait bien cette relation entre le foie et le temporal. Voilà. Et donc il y a aussi un autre menhir qui t'a mis sur la piste, parce qu'il est penché selon un certain angle, c'est ça? Voilà, il est penché exactement comme le temporal est penché normalement. Ah oui, à sa position initiale, il a le même angle. Voilà, il a le même angle. D'accord, ok. Moi, c'est moi qui l'ai redressé pour montrer, mais en fait, il est couché dedans. Sauf si on se met sur le côté. Oui, bien sûr, mais ça t'a mis sur la piste du coup. Ça m'a mis sur la piste. Alors, je suis pas sûr qu'il ne soit pas effondré avec le temps. Ça, il n'y a pas de preuve, mais c'est vrai que c'était troublant quand même. Et au moment où tu l'as remarqué, tu as vu ça comme une confirmation, quoi. À mon avis, c'est une confirmation. Moi, Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cet os-là, notamment, hein, c'est une antenne. Donc, ici, c'est que ça capte énormément de choses. On peut repasser par la théorie de Steiner, qui nous dit bien que, Rudolf Steiner, les cornes des animaux sont des antennes qui captent les ondes cosmiques et après qui font que, hein, c'est comme ça qu'il fait sa biodynamie, hein, en broyant les cornes. Mais on a ici donc une antenne très importante qui capte, un peu comme une parabole, hein, tu vois, ça fait un peu comme une parabole. C'est un peu notre corne à nous, quoi. Notre corne à nous intérieure. Voilà, nos cornes à nous sont intérieures. D'accord. Voilà, comme ici, les grandes ailes du sphénoïde sont comme si c'était des résidus de cornes qui se sont contractées dedans, oui, tout à fait. mais qui continuent toujours à capter. D'accord ? Et c'est ce qu'on verra dans le menhir, dans les représentations du menhir. Il montre des cornes qui sortent soi-disant de gazelle, je crois. En fait, c'est le rappel que nous avons des antennes comme les animaux, des cornes, des os qui captent, avec le mécanisme calcium-silice, qui captent les fréquences. Ouais, c'est intéressant parce qu'on parle toujours souvent du cerveau qui est une antenne, mais il y a la partie osseuse qui est les cornes, et ça, c'est intéressant aussi. Je pense que c'est plus les os que le cerveau. Oui, tout à fait. Je pense, mais bon. À mon niveau de connaissance, en tout cas, je n'entendais parler que du cerveau qui était une antenne, mais la partie osseuse, je ne la connaissais pas. Donc je l'explore avec toi. Super, d'accord. Donc voilà. Alors le mauvais côté de la chose, c'est que cette antenne-là est sensible, bien entendu, aux ondes polluantes, la 4G, la 5G, le Wi-Fi et le portable. Et c'est une catastrophe en ce moment, la catastrophe qu'on a sûrement avec la crise sanitaire. Je prononce pas le nom parce que sinon on va être censuré par YouTube. La crise sanitaire, c'est hallucinant, quoi. Tu peux même plus prononcer, mais bon, fait que tout le monde avec le portable, hein, donc ça te fixe ce mouvement-là, hein, ben oui. La Wi-Fi, qui est la fréquence de la molécule d'eau, hein, puisque c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on fait chauffer le micro-ondes. Enfin, que le micro-ondes chauffe l'eau, c'est la même fréquence que la Wi-Fi. Alors, je me rappelle plus exactement le nombre de gigahertz, mais ça interfère sur le mécanisme H2O. Donc, vous grillez le cerveau, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à refroidir. Et un cerveau qui ne refroidit plus, c'est un cerveau qui est malade. Hein. Et la 5G qui arrive, malgré tout, ils font des essais, c'est-à-dire ça s'agite en milliards de hertz sur le même rythme que la fréquence de l'oxygène. Hein, la molécule d'oxygène vibre, eh bien, ça fixe la molécule d'oxygène ici, HHO, d'accord ? Oui, ok. Eh bien, le cerveau ne peut plus s'oxygéner. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment, dans la crise sanitaire ? Eh bien, les poumons n'arrivent plus à réabsorber la molécule d'eau parce qu'elle est perturbée à la base et ils ne peuvent plus passer, translater l'oxygène dans le sang. D'accord. Les gens.
ensuite, si tu veux, un truc très important, puisque cette technique-là, elle est quand même très associée à l'énergie christique des origines. Hein, j'ai toujours eu des meilleurs résultats sur les gens qui avaient gardé une foi. Alors chez les musulmans, ça marche pas mal, malgré la circoncision, ça marche pas mal, parce qu'ils ont gardé une foi, même si des fois, plus que nous, hein, les Français, les Occidentaux, on a tout largué. La foi permet de garder, on va dire, une sorte d'artefact quand même de cette interface. Malgré tout, c'est mieux que rien, même si là, le dogme est un peu sclérosant. Mais c'est mieux que rien. Enfin, à peu près. Après, de toute façon, on n'est pas obligé d'être religieux pour avoir la foi. Non, mais moi j'ai constaté ça. C'est intéressant cette référence à la foi religieuse, parce que dans mon cas, qui était la foi dans le sens confiance en l'imprévisible, c'est-à-dire absolument confiance en l'invisible et en l'imprévisible, donc qui est la véritable spiritualité à travers la multidimensionnalité et pas à travers les bouquins. Enfin, ça résonne du coup quand tu parles de foi. Toi, dans ton cas, c'est la foi religieuse, mais elle peut être la foi tout court qui peut permettre cette chacun fait comme il veut, mais moi je vois que tout ce que je dis là, je le retrouve codé dans le message du Christ. Ici, quand tu prends cet angle-là, hein, donc celui-là, eh bien c'est l'angle des bras du Christ crucifié, tu vois ici. Ah d'accord, oui. D'accord, ici. D'accord. Donc voilà le message. Et bien sûr, il n'est pas évident, puis alors il y a eu des modifications, mais pour moi, le message c'est ça. J'ai eu le tilt, un peu de cette confirmation, parce que tout ça est empirique, tout ça des fois, voilà. Quand j'ai suivi et là je n'ai pas fait de latin, hein, ça me manque, du grec, j'étais moderne, mais une conférence d'Annick de Souzenel, un soir, il y a quelques années, c'était à l'église Saint-Leu, et c'était très beau cette conférence. Et elle rappelait que le Christ a été crucifié sur le mont Golgotha, et mont Golgotha, elle rappelait, ça voulait dire crâne. Alors là, tu vois, c'est comme le cachalot. Oh, je me suis dit, le crâne, tu vois, en tant qu'ostéopathe, le crâne. Et donc, du coup, ça m'a, si tu veux, resserré sur la recherche de ces symboles. Et après, ça a été non-stop, quoi, si tu veux, non-stop sur tout ce qui est passé par, à mon avis, un peu mal décrypté. C'est pour ça que j'aimerais faire un bouquin. S'il y a un éditeur qui veut m'aider, je veux bien. Le véritable message du Christ, tu vois, comme l'ego est très fort, mais pourquoi pas. Par exemple, ici, on a l'eau qui en vin, tu vois, l'eau transformée en vin. Eh bien, on est toujours sur la molécule H2O. Le Christ nous parle toujours de l'eau, hein, toujours des sources, des fontaines. C'est toujours la relation avec, pour moi, hein, avec l'angle H2O qui gère notre eau intérieure, comme j'ai parlé. D'accord ? Et pourquoi l'eau en vin ? Ah, mais le sang. Oui, l'eau en vin. Mais quel rapport avec le vin là, j'ai pas compris. Dans la messe, il transforme l'eau en vin. Oui, mais quel rapport avec là, il y a le rapport avec l'eau. Le vin, l'eau, je pense que le vin, ça doit être quelque chose qui fait que quand tu bois, tu es un peu ivre. Et quand tu te remets en phase avec ça, tu as l'énergie source qui arrive et ça te rend ivre. Ah d'accord, parce que là, moi ce que je pensais deviner, c'était le rapport entre l'H2O et le sang, et la communication avec le sang, parce qu'il dit ceci est mon sang, il dit, tu vois. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. C'est ça qui me venait comme synchro, moi. Pourquoi pas. Oui, c'est peut-être aussi pertinent que ça. Alors, on a, si tu veux, cet endroit ici où l'énergie source remonte et crée la pulsation. Mais la pulsation, c'est une sphère. Hein, l'énergie, elle arrive en sphère. Quoi. D'accord ? Bon, une sphère, c'est un rond, ça peut être plat ou ça peut être en boule. Et à l'intérieur de cette croix, ici, c'est la naissance de la causalité de l'homme, c'est-à-dire que tu as tout le schéma corporel de l'homme qui est inscrit ici. On peut y mettre l'homme de Vitruve. C'est-à-dire que c'est comme si tu veux, c'est comme si nous avions été déjà prévus dans une autre dimension de l'espace-temps, que toute notre forme et tout ça était déjà inscrite,
Peut-être que... Oui, ok, ouais. Hein, d'accord. Je connais ça, enfin, on appelle ça la SDH. Alors ça, je ne sais pas. Ok, d'accord, science du design humain. Mais d'accord. C'est encore autre chose, mais c'est ça, très bien, ça rejoint. Apparemment, oui. Et que ça se réincarnait en nous, et que après, avec accrétion, on reprenait notre forme du corps. Okay. Et donc, à partir du moment où on prend l'hostie, on te dit c'est le corps du Christ. Il vaut mieux le décoder comme l'hostie étant le symbole de la pulsation. Tu le prends par la bouche, mais par l'intérieur, ça doit te remonter, ça devrait, te remonter l'énergie source pour te refaire pulser. Et à ce moment-là, tu as le schéma de l'homme qui apparaît. C'est pour ça qu'on dit ceci est mon corps, le corps du Christ. D'accord. Voilà l'idée. Voilà l'idée du message. Oui, c'est intéressant de trouver le peu de vérité qui reste dans les écrits. Ouais. Voilà, parce que moi, quand je bouffe l'hostie, je ne sens plus rien. Oui. Non, mais il y a toujours des petites parts de vérité. Je pense qu'il reste des petites parts. Oui, des petites touches. Oui, on est d'accord. C'est vrai, je pense. Donc voilà, après, on pourra... j'espère que j'ai un bouquin à sortir qui s'appelle Essai sur la mécanique cosmique de l'inconscient. Alors il est là, ça fait 10 ans qu'il est là. Mon éditeur a fait faillite, alors soit je le fais à droit d'auteur, soit je trouverai... Non, il n'a pas fait faillite. Il m'a fait faux bon. Parce que c'était en italien, ils ont eu le Covid, voilà. Okay. Soit je le fais à droit d'auteur. Mais déjà, je peux dire, par rapport au Christ, si tu veux, que tout est inscrit ici au niveau de la symbolique à la fois de l'Arche d'Alliance, qui est derrière, qui est en fait le symbole de l'ethmoïde, c'est encore un os dont je vous parlerai si vous voulez, et ici, de la selle turcique, qui est là où il y a donc l'hypophyse, et autour, on a le système vasculaire qu'on appelle le polygone de Willis, qui est le symbole de l'hexagone, c'est un hexagone, donc on retrouve l'hexagone de la France, on retrouve l'hexagone de la puissance du sang, et on retrouve le symbole du Graal, bien entendu. Le Graal, pour moi, ce n'est que cet endroit-là qui est le confin de l'énergie source qui nous ramène au message. Quoi, tu vois. Ah oui, d'accord. Il y a aussi le symbole avec le bâton et puis la croix comme ça. Là. Oui. Ça s'appelle comment ? C'est quoi ça ? Le chrisme. On a parlé, voilà. Oui. Le chrisme, on le voit bien là, enfin on le devine bien. On le devine bien, et le chrisme, on le montre comme ça, d'accord, avec une croix, et ici un petit P. Oui. D'accord ? Moi je pense que le petit P, en fait, ça correspond à cette petite résurgence-là, qu'on appelle la Christa Galli, c'est-à-dire la crête de coq. Ah, crête de coq, c'est bizarre le symbole du coq, les Gaulois. Ah, tiens, il y a quelque chose quand même qu'on retrouve, tu vois, on relie tout. Avec l'hexagone en plus. Avec l'hexagone, c'est bizarre. Alors tout ça, ça s'est mélangé, mais pour moi, tout est dans le crâne, voilà. Et on est ici, alors l'attache de la faux du cerveau, les ostéopathes le savent, mais on refera d'accord. Donc à partir de là, tu as une membrane, et tout ça qui sépare les deux hémisphères dont on parlait tout à l'heure. Tout ça, c'est un mouvement parce que, alors là, je ne l'ai pas, l'ethmoïde, tu vois. L'ethmoïde, c'est un os qu'on a en dessous, ici, d'accord, un os parallélépipédique qui fait comme ça, quoi, tu vois, qui bouge. D'accord, ok. Il va bouger comme ça avec le sphénoïde. Et là, je ne l'ai pas, ils se cassent, ils sont tout fins. Donc tu vois, ça c'est le troisième os du plancher crânien qui donne cette fameuse onde de mouvement qui gère notre plancher crânien et notre équilibre. Cet os-là, c'est un os cubique et c'est l'os, on va dire, du complot. Parce que, je ne sais pas s'il faut que j'en parle. L'os du complot. Oui, l'os du complot. Ah oui, l'os du complot. Parce que c'est un os qui est apparemment apparu dans l'évolution, on appelle ça par endobiose. On sait par exemple que pour avoir les mitochondries, c'est-à-dire ceux qui produisent l'énergie, des bactéries ont été phagocytées par d'autres et colonisées. D'accord ? Donc tu manges quelque chose et tu le gardes toi, tu gardes le moteur. Ça s'appelle l'endobiose. Et c'est comme si, pareil pour la photosynthèse, par rapport aux algues primitives. C'est comme si cet os-là, donc c'est un os cubique, tiens, on va le prendre comme ça, tu vois, voilà, il est comme ça, d'accord, donc c'est un os parallélépipédique, donc voilà, il fait comme ça, ou alors tiens, on va le prendre comme ça, voilà, ça c'est la petite crête, voilà, désolé. Ah oui, d'accord, je comprends. D'accord, comme ça, il fait comme ça, donc tu as le sphénoïde, il est comme ça, donc tu vois, ça fait comme ça. D'accord ? Et donc, tu vois, ça fait comme un parallélépipède, c'est-à-dire une forme géométrique, d'accord ? Qui est divisée en deux. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui a été
introduit dans l'homme ou phagocyté, il y a sûrement très longtemps, je ne sais pas comment, par X manipulation, peut-être extraterrestre, je ne sais pas, mais c'est un os à part, il est atypique, il a en lui une dernière étape, mémoire clé de l'évolution, la fameuse mouvement, puisque tu vois, on le reprend comme ça. Il est en dessous, d'accord? Donc il fait comme ça, et il va tirer l'enroulement du cerveau vers comme ça, dont je parlais tout à l'heure pour le préfrontal qui s'enroule, pour la maturation finale. Ouais, je comprends. D'accord? Et cet os-là, il est atypique. En plus, là, on le voit ici, tu vois, là, il y a les tout petits trous, là. Ça s'appelle la lame criblée de l'ethmoïde. C'est là où le bulbe olfactif arrive. Donc le bulbe olfactif, il sort d'ici, d'accord? Là, il n'a pas été prolongé, tu vois. Ah si, il est là. Voilà, bulbe olfactif comme ça, tac. D'accord. Et il vient ici, bon ça c'est en plastique, hein, et il a toutes ces petites ramifications nerveuses qui vont descendre dans l'os, là, dans le nez, on le voit ici, d'accord, et donner l'odorat. D'accord. D'accord. Donc on est dans quelque chose de très primitif. L'odorat, c'est tout ce qu'il y a de plus primitif chez les animaux et chez nous aussi. Ce mécanisme-là donc s'enroule et il est comme s'il était... tu me diras si c'est primitif, pourquoi est-ce que c'est l'os de l'accomplissement? Mais pour moi, c'est l'os de l'accomplissement. Et l'os cubique, donc pour moi, l'arche d'alliance, mais également le symbole de tout ce qui est parallélépipédique double. On a une indication dans 2001 Odyssée de l'espace. Dans 2001 Odyssée de l'espace, je ne sais pas si vous vous rappelez, tu as le fameux mégalithe, hein, le parallélépipède noir, c'est sur Jupiter. Alors normalement c'était sur Saturne, mais là c'est sur Jupiter, je trouve que c'est mieux. En relation avec l'astrobiotique où j'ai établi une relation entre les différents os et les planètes. Donc celui-là, ça serait l'os de Jupiter. Donc le film de Stanley Kubrick serait un peu comme prémonitoire. D'où il a eu ces informations, est-ce que c'est un hasard et tout ça. Mais bon, moi ça m'intéresse dans le sens où, dans le film, il nous montre que cet os-là, quand on le côtoie, donc les singes, deviennent intelligents d'un coup. Ils font un bond au niveau de l'évolution, comme un saut de sphénoïde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'ethmoïde est composé de 2 parties cubiques côte à côte. Et si on lui laisse faire son travail, eh bien les gens vont aller vers le futur, vont devenir intelligents, si on le laisse s'exprimer, eh bien, dans toutes ces mémoires intra-osseuses dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, ça va exploser la conscience du futur, ça va exploser la conscience neurofrontale, donc ça va donner des gens complètement épanouis, formidables et tout. Donc il ne faut pas. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait le complot des parallélépipèdes. C'est-à-dire qu'on nous la bloque, et on nous la bloque par sidération émotionnelle, avec onde de forme, c'est pas grave. Et quelle est la sidération émotionnelle la plus puissante par onde de forme qu'on nous a fait? Eh bien, c'est les tours du World Trade Center, qui sont 2 tours côte à côte, qui symbolisent la forme, la double forme de cet os-là, hein, puisqu'en fait, il est double, hein, je me répète encore, il est divisé en 2. Hein, donc, vous avez les 2 tours jumelles, en gros, qui sont là. D'accord. Donc, par rapport à des moments précis au niveau astrologique, hein, que j'ai évidemment remarqué, là où on est sensibilisé, en tout cas tous ceux qui seraient susceptibles d'avoir un éclair de conscience par rapport à ça, eh bien, ce mécanisme-là est bloqué par la sidération des avions qui font que, eh bien, par onde de forme, on bloque le mécanisme. Ah oui, d'accord, intéressant. Voilà, je pense. C'est un traumatisme mondial. Ok, ouais, c'est mondial. intéressant. Et depuis, tu as tout qui dégénère. Par onde de forme. Par onde de forme, oui, par onde de forme. Je pense qu'il y a ça. Et dernière, puisque moi je m'avoue être complotiste, mais pour moi le complot, si tu veux, c'est de bloquer l'évolution du cerveau. Voilà, c'est tout ce qui bloque. Voilà, pour moi, c'est mon complot. Je comprends tout à fait. D'accord. Alors, quel est l'ultime complot où tous ces gens naïfs, ça m'énerve quand je suis poli, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se faire mettre un goupillon dans le nez ici, d'accord? Tu vois? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah oui.
Oui, le fameux D'accord. truc pour Le le fameux truc. dépistage, ils se prennent un gros coton-tige Un là-dedans. gros là. coton-tige qui va abîmer, qui va léser l'ethmoïde, donc tu vois qui est, Ah donc, oui, qui est oui. derrière. Donc d'accord, donc ça va le traumatiser. Mhm. Et donc dès que tu traumatises quelque chose, il se fixe et à ce moment-là, tu ne peux plus basculer. D'accord, intéressant. Donc on se dit, mais oui, bah, c'est ça, c'est évident que ils sont au courant, quoi. C'est pas possible de faire ça, voilà, parce que pourquoi pas faire dans la Ah oui, bien salive, sûr. dans le sang et tout ça. Non, je c'est comprends tout à fait. Ah ouais, putain, ils sont forts. pour moi c'est ça. Ouais. Enfin, je parle en termes de... Tu vois, parce que des fois, ça fait un moment que je me positionne plus en tant que victime de tout ça. Je préfère des fois Des fois, j'admire, on va dire, la beauté de la stratégie. Ah, c'est extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? On n'aurait pas fait mieux. Les putain, ils sont forts. Ouais. Je reprends. Oui. Ici, on a toute la mémoire ici de l'ADN ici. L'hybridation primordiale est rentrée. D'accord. Il parle la mastoïde. Oui. La mastoïde, dans le menhir de Kerlouas, on la voit symbolisée par les deux boules qu'il y a en dessous. Dans le menhir de Kerlouas. Il y a deux boules. D'accord, ok. Alors pour moi, je dis bien pour moi, Oui, j'y bien étais sûr. pas, hein, c'est le symbole de la mastoïde, donc cette protubérance. Donc la mastoïde, c'est l'endroit où ont été, pour moi, induits les gènes de manipulation, que j'appelle gènes d'hybridation primordiale. Hein, ça, c'est un petit peu suite aux travaux, enfin aux recherches que je fais avec les gens d'Italie, là, le groupe. D'accord. Hein, donc gène d'hybridation primordiale, bon, ça me vient comme ça. Et en fait, on est ici, toujours avec une entrée. Hein, voilà, comme Ouais, ça. bon, ok, merci. D'accord, toujours avec une entrée, tu vois, c'est une antenne, elle est très curieuse, hein, on se demande pourquoi là, quand même. D'accord. Et on a après la suite qui rentre toujours dans le temporal, puisque le temporal continue comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Hein, donc je vais reprendre ici pour tes internautes, Oui, tu vois, donc important. on a la mastoïde et ici le rocher. Hein, d'accord. Oui. D'accord, donc ça rentre et c'est toujours, j'ai pas tout à fait insisté. Là, avec ce mouvement circulaire, c'est toujours le mécanisme de gestion de l'ADN. D'accord ? C'est ça qui gère notre ADN. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans la crise sanitaire, c'est-à-dire que comme on a, donc là je continue un petit peu, hein, on a le soleil avec les vents solaires et les énergies du système solaire qui augmentent parce que notre système solaire traverse des champs vibratoires très forts. Donc il prend des informations, le soleil se défend en chauffant, bref, il envoie tout un tas de choses. Il envoie ça par des vents solaires, il envoie de l'hydrogène, donc au niveau proton, hein, l'hydrogène, un électron, un proton. Donc le noyau, le proton, qui rentre apparemment, donc ça arrive comme ça, ça rentre ici au niveau de l'hydrogène, et l'hydrogène donne un axe, tu vois, qui fait que autour, l'ADN va se mouvoir et surtout se réguler et voire se modifier. Oui. C'est comme si l'hydrogène était une flèche et que l'ADN autour est en train de bouger. C'est ce qui se passe en ce moment. Il y a une modification de l'ADN à cause des protons, de l'hydrogène qui rentre. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'arrive à tenir le coup, parce que c'est très très difficile pour moi en ce moment. Donc, quand j'arrive pas à dormir, etc., je me renvoie de l'hydrogène, enfin, avec mes mains, je me renvoie à la fréquence hydrogène, et le temporal se calme. Et à ce moment-là, je vais parler pour ceux qui ont des insomnies. Oui. D'accord. Donc ici, ça arrive ici sur la fréquence H2O, donc HHO, d'accord. Ici, on a l'hypophyse, donc ça commence à régler le mécanisme hormonal. Et ensuite, on a une résonance derrière sur l'épiphyse qui est donc avec la mélatonine, le grand chef d'orchestre, on va dire, du sommeil. Hein, c'est l'épiphyse avec la mélatonine qui va mettre toutes les parties du cerveau en symphonie, en accord de mouvement, en accord de phase. Et à ce moment-là, les ondes du sommeil vont arriver et on dort. Donc voilà comment on peut arriver à dormir avec cette mécanique un peu que j'explique. D'accord. D'accord, donc tout ça c'est lié. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment et je vais revenir. C'est marrant, excuse-moi, parce que quand je vois la silhouette comme ça, j'ai l'impression que ça fait comme un ange avec des ailes. Bah oui, bien sûr, oui, c'est un ange avec des ailes, oui, tout à fait. Ah oui, j'avais jamais remarqué. Enfin, Si. Tu l'avais déjà remarqué. Ah oui, bien sûr, oui, c'est des anges, mais c'est bien, tu commences à voir la troisième vue. C'est bien, Rémi. Ça vient, voilà, c'est vrai, c'est excellent.
En plus, ça s'appelle les ailes, les petites ailes et tout ça. Donc, pour en revenir au lien, et j'y tiens, Oui, pardon. non, je t'en prie, avec le symbole christique. Alors, ça c'est très important, ça peut aider beaucoup de gens. On a cette indication-là avec l'eau hydrogénée. En ce moment, c'est très à la mode et moi je l'utilise. Bon, j'ai une machine qui est pas celle classique du commerce, mais bon. Et ça m'a énormément aidé parce que l'eau hydrogénée, c'est en fait 2 atomes d'hydrogène qui sont côte à côte. Et l'hydrogène, apparemment, dans sa manifestation, en tout cas la physique quantique le dit, ça se manifeste d'abord, on va dire, par un cercle, mais sphérique, et après, ça va se modifier. Les 2 atomes d'hydrogène vont pénétrer par ici, d'accord, par rapport au vent solaire, hein, j'explique. Donc, ils vont se retrouver au centre du cerveau, et les deux vont se croiser avant de se centrer. C'est toute la symbolique de l'architecture sacrée par rapport à la pulsation, et après, on basculera sur les solides de Platon. Ah oui, intéressant, les solides de Platon. Ah oui, d'accord. Bah ça, tu vas voir, j'ai un truc qui est pas mal que je mets en vidéo. D'accord, donc on a ici H qui arrive, d'accord, par les mastoïdes, et donc les 2 sphères vont arriver ici, avant de se croiser complètement, d'accord. Et le dessin qui se fait ici, entre les deux, hein, c'est repris par la religion chrétienne, et ça s'appelle la Vésica Piscis. Ah oui, c'est la Vésica Piscis, oui. On connaît bien parce que dans les crop circles on en voit partout. Ah ouais. Ah oui. D'accord. Donc, enfin, quand je dis on connaît bien, c'est les gens qui me suivent, quoi. Ah super. Je parle beaucoup des crop circles et la Vésica Piscis c'est très repris dans les crop circles. Voilà. Donc comment je la place dans le crâne par rapport à l'hydrogène, où ici il va y avoir le Christ, donc le fameux émergence du corps du Christ qui n'est pas de ce monde, en plus il le dit, quoi. Et donc ici toute la mécanique du corps inscrite ici qui va après se dispatcher dans tout le corps pour former le corps. Si tu veux. Mais c'est exactement, là tu viens de décrire le crop circle apparu à Cernabas en 2007. Ah bah j'ai hâte de le voir. 2017. J'ai hâte de le voir parce que là je vais essayer d'expliquer ça. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans le rapport avec les menhirs, parce que c'était quand même la base, on va dire, du truc. C'est le rapport, j'ai compris, mais je veux dire, parce qu'il y a quand même une vidéo où tu expliques que tu touches le menhir et tu mets la main sur le ton bras. Est-ce qu'on peut parler de la pratique c'est dit, je peux redire si tu veux, mais je l'ai déjà dit. Mais moi, quand je suis allé sur un menhir et que je l'ai fait, il ne s'est rien passé. Ah non, il faut être adoubé. Alors, est-ce que tu peux parler de ça ou ça, non? Bah, moi je parle de ce que tu veux, moi je cache plus rien. Est-ce que c'est utile? Adoubé, tu dis, c'est ça? Bah, je m'aperçois, oui. Est-ce que c'est utile? Moi ça m'intéresse de communiquer avec le menhir. Bon, bah ok, d'accord, mais après, moi j'assume pas ce qui se passe après. Ah d'accord. Mais je vais déjà regarder ton crâne, parce que je sais pas s'il est ouvert ou pas, je pense que non, personne n'a un crâne ouvert. Mon crâne là actuellement? Bah, tu voulais pas que je te regarde? Ah vas-y, regarde-moi. Ah non, si j'ai une table là-haut, attends, si on n'est pas... L'époque a fait du commerce. non mais je te fais confiance. Tu me diras. Mais par curiosité, moi tant que... Parce que déjà, peux te faire un diagnostic. Et après, remettre en route... T'as quel âge? 36 ans. Ah oui. Non, je prends que les enfants ou les hommes, c'est plus dur. Mais comme tu es sensible... 14 février, tu m'avais demandé la date. Ah, c'est Verseau, 84. Ouais. Oui, t'es informé, mais je sais plus de quoi. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est communiquer grâce au menhir. Enfin, ce concept-là, j'aimerais le comprendre. Parce que... Je te dis que c'est pas communiquer, c'est comme avec le crâne de cristal apparemment. Oui. T'as pas un Walkman, enfin. Oui, c'est vrai. D'accord, c'est autre chose. Oui, c'est voilà, vrai. Bah, c'est la même chose. Mais avec le menhir, je ne ressens pas ce qui se passe avec le crâne de cristal, aucun rapport. Bah, parce que c'est peut-être une autre forme de communication. Alors, en tout cas, le menhir communique avec la grille cristalline, ça c'est sûr. Sûrement, ouais. Ça c'est clair, parce que c'est les menhirs. Alors attends, là je te donne la version Laurent Duro, pour le coup, que j'ai entendu des menhirs qui ont été placés à ces endroits par les Atlantes pour réparer la grille cristalline qui avait été abîmée à l'époque. Peut-être, ça je ne sais pas. Mais ici, on a donc le mécanisme Médusa qui nous gère, dont je vous ai parlé, et le mécanisme Médusa va après s'ouvrir, s'exvaginer
comme ça. Donc, tu vois, je vais prendre, bon, j'ai pas tous mes os. Ça, c'est le frontal, d'accord? Mhm. Donc, ça va s'ouvrir comme ça. Et les os, dans une autre dimension, ça se voit pas, bien entendu, hein. Votre os reste en place, mais il y a une image fantôme qui ouvre et qui va faire comme des ailes d'oiseau, d'accord? Donc, qui va diffuser l'information et après, qui va se refermer. Ah oui, d'accord. D'accord? Ça me rappelle le schéma de la méduse et des ailes d'oiseau. Et des ailes d'oiseau, voilà, et des ailes d'oiseau. Hein. Donc ça, c'est la diffusion de l'information qu'on a digérée par Médusa, voilà, et qui est bloquée chez les autistes, entre parenthèses. Donc ce cerveau, pour être bien en phase avec le menhir, déjà, il doit être opérationnel. Si tu as ta Médusa qui est fermée et les ailes d'oiseau qui sont bloquées parce que tu es verrouillé par plein de trucs, ça va être très difficile pour moi de sentir. Mais admettons que ça le soit. D'accord. Hein, d'accord. Donc on ouvre comme ça. Donc en gros, quand on ouvre les ailes d'oiseau, c'est l'information sur le réseau de son identité. C'est-à-dire l'identité minérale passe comme ça dans tout un champ et de plus en plus long, voire sur tout l'ensemble de la Terre et peut-être du cosmos. Voilà l'identité de Rémi, voilà l'identité d'Emmanuel, etc. Donc on arrive comme ça. Ça, c'est très important. Donc quand on arrive à peu près à une cinquantaine de mètres du menhir, donc qui fait un... Tu vois, tu as le menhir... Voilà, tiens, bah, je vais le prendre là. D'accord? Donc tu as une émanation magnétique à peu près comme ça. D'accord? Donc c'est son champ de protection. D'accord? Donc si tu veux parler avec lui, c'est un peu comme les chamans demandent la permission aux arbres de se charger. D'accord? Donc pour moi, la protection, c'est tu rentres dedans et je teste mon cerveau Médusa et surtout aile d'oiseau, voir qu'il soit toujours en accord. C'est-à-dire que je le viole pas. D'accord. D'accord? Je rentre pas comme ça et je touche. Non, ça marchera jamais ça. Donc il faut rentrer doucement pour que ton cerveau vibratoire reste en cohérence avec son principe à lui qui est émetteur. On va dire son principe émetteur. D'accord. Donc voilà. Et quand ça bloque, parce qu'il y a un moment, ça bloque. Alors, soit c'est lui qui a décodé des mémoires de stress qui ne sont pas en accord avec ce qu'il veut te converser, donc je nettoie. Hein, je le fais passer avec mes mains. D'accord? Ce que je pourrais faire s'il y en a, mais c'est fatigant, donc je le ferai un petit peu, puis après on verra. C'est les mains comme ça. Mais bon, voilà comment je fais. D'accord? Donc on va dire que mon cerveau Médusa oiseau rentre, enfin tu vois, j'arrive comme ça et j'arrive au menhir, ça n'a pas bloqué. Donc on est en accord de conversation. Ok. Ensuite, donc je prends ma main, par exemple ma main gauche ici, que je mets là, et ma main droite sur le temporal, hein, d'accord, sur mon temporal, et je regarde s'il y a un blocage. Si mon temporal commence à se fixer, c'est que le message du menhir, de son énergie, on va dire, ne passe pas dans mon temporal. Donc pourquoi? Mon temporal s'est abîmé au cours du temps précédent. Et donc, alors, les ondes, les stress, le son, les sons distordus des voix et surtout des musiques distordues qu'on a. Tu sais, ça, le temporal ne supporte pas. En tout cas, il manifeste. Donc, d'accord. Donc, tout ça, ça nous coupe de la réalité primitive. Hein, tout ce qu'on nous a fait entendre comme conneries, voilà, et les voix. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le remets en route et après, je tourne avec ma main. Donc, je vais tourner le menhir là, comme ça, je tourne autour et je regarde. Ah oui, tiens, je peux effectivement donner plus de détails. Je regarde alors les 4 directions parce que les menhirs normalement sont implantés nord, sud, est, ouest. Pierre l'Ouest, il est à peu près comme ça. Mais alors, il y a des points telluriques, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des points géographiques par rapport aux forces solaires. Admettons que le soleil se lève ici à l'est, donc il va, comment je vais dire, illuminer une face, et tu auras une face d'ombre derrière. Et quand on tourne ici, souvent c'est au point de jonction entre lumière et ombre que le temporal va avoir un blocage. Pourquoi? Parce qu'on va dire c'est une répétition entre la lumière et l'ombre. Comment est-ce que nous on l'interprète cellulairement, viscéralement, et c'est déjà une première interface entre la vie et la mort. C'est-à-dire que on commence déjà à ritualiser le passage dans la vie après, dans l'au-delà, quoi. Voilà mon idée. En tout cas, ici, c'est souvent des points clés. Alors, de blocage. D'ailleurs, les boules, là, donc les mastoïdes au niveau carloise sont là. C'est très curieux. Donc, on fait ça, on va derrière, et on tourne jusqu'à temps que
donc avec la main comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à ce que le temporal ne présente plus de blocage. Ok. Et après, on fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on se met à tourner avec la main droite sur le menhir, la main gauche sur le temporal, d'accord ? On tourne, on tourne. Il faut que dans les deux sens, les deux sens de rotation, Ah oui, c'est intéressant. l'évogire, dextrogire, soient libres. D'accord. D'accord ? Ensuite, l'exercice, on va dire, n'est pas vraiment terminé, puisqu'on se plaque le dos ici, la colonne vertébrale complètement à plat. Alors là, il faut être assez souple, il faut faire un peu de yoga, parce que souvent les courbures empêchent, c'est assez difficile. Et avec des respirations, on arrive à reprendre l'énergie. Alors, est-ce que c'est l'énergie minérale ? Est-ce que ça pourrait le faire avec n'importe quel caillou ? Peut-être, puisqu'il faut penser qu'il y a quand même de la silice dans le granit. Est-ce que c'est cette force-là ? Mais vous avez la colonne vertébrale qui se recharge, et alors là, vous êtes reparti pour un mois moi, je repars pour un mois de bonheur, quoi. Ça me recharge mes batteries, voilà. Et encore une nuance que je voulais dire, c'est que, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? C'est que la masse d'une pierre, la masse d'un objet, donc la masse, donc c'est une masse énorme, là c'est une centaine de tonnes, Carl Weiss, sûrement, 50 tonnes peut-être, non, peut-être 50 tonnes, 100 tonnes, je ne sais pas. La masse crée une légère distorsion de l'espace-temps à la base. D'accord ? La masse fait que tu as une légère distorsion de l'espace-temps. Et je pense que c'est cette légère distorsion de l'espace-temps qui nous donne justement l'accès à ces autres dimensions. Physiquement cette fois-ci, avec la puissance. Comme on a dans la grande pyramide de Khéops. Oui. J'avais un cabinet d'ostéopathie, avec la biopsie, je travaillais pas mal et tout ça, puis un jour, donc j'ai eu le flash que ça venait d'ailleurs, je sais plus pourquoi d'ailleurs, comme ça. Donc j'ai dit ça à mes clients, ils sont tous partis. Bah oui, les gens ils ont peur. Ah, ils ont peur. Alors ça sort de leur croyance. Alors mais j'ai persisté, j'ai pas triché en disant non, je me suis trompé, tu sais, pas fait d'excuses. Non, je dis bah oui, c'est comme ça. Et du coup, maintenant on arrive sur un truc un peu folle dingue, mais qui tient la route, je pense. Ah, clairement. Ça tient la route et puis ça intéresse, tu vois, ça, dans notre période, comme tu dis, de clés, quoi, où les gens... Ah bah oui, non, mais là on est dans une période, là c'est parti. Là, c'est ce qui se dit, c'est vrai. On verra, mais de toute façon, les règles du jeu ont changé, là. Ça y est, c'est parti. Un petit peu, C'est parti.